j'analyse le patrimoine de Mounir Lagoun, ce que même les meilleurs profils ne voient pas dans leur propre structure. Elle est l'un des plus puissants que j'ai analysé en termes de création de valeur sur le long terme. Mais voilà ce que remarque un architecte financier immédiatement dans cette configuration. Ses revenus, sa notoriété, son patrimoine principal et son outil de distribution sont tous concentrés dans un seul actif, Finari. Si Finari ralentit, tout ralentit en même temps. Et ce n'est pas une critique, c'est une réalité de tous les fondateurs en phase de croissance. La question que pose l'architecture, c'est est-ce que le reste du patrimoine compense ce risque de concentration ? 500 000 € en une seule journée. C'est ce que Mounir Lagoun, le fondateur de Finari, a encaissé le jour de l'introduction en bourse de Trendline en 2019. 60 000 € par an à l'époque, en quelques heures, c'était 8 ans de salaire qui tombaient directement sur son compte. Et puis, le coup près, 120 000 € d'impôts prélevés directement sur son compte sans prévenir. Pas parce que Mounir était incompétent, pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce que personne ne lui avait construit l'architecture dans laquelle cet argent devait arriver. Et ça, c'est le vrai sujet de cette vidéo. Parce que la question n'est pas combien vous encaissez. La vraie question c'est, est-ce que votre structure est prête à recevoir ce que vous construisez ? Je m'appelle Manuel Tefak, je suis architecte financier. Et dans cette vidéo, j'analyse le patrimoine de Mounir tel qu'il a décrit publiquement. Dans ces vidéos, ces podcasts, ces interviews, pour vous montrer ce qui fonctionne, ce qui est cohérent et ce qu'une architecture financière bien construite aurait structuré différemment. Ce n'est pas un procès, c'est une leçon de structure. Mounir vient d'une famille modeste, l'argent était un sujet tabou à la maison. Aucun patrimoine transmis, aucune éducation financière reçue. Après une école de commerce, il rejoint Capitaine Train en 2015, une start-up rachetée 150 millions € par Trendline. Et là, il fait un choix que très peu auraient eu le courage de faire. À chaque renégociation, je demandais plus de capital plutôt que plus de salaire. Il vit frugalement, pas de voiture, pas d'appartement fastueux. Il parie sur les BSPCE. Pendant 5 ans, alors que ses collègues optimisent leur confort immédiat. 2019, Trendline entre en bourse, le pari est gagné 500 000 €. En cherchant comment placer cet argent, il se heurte à l'incompétence des banquiers privés. Aucun outil, aucune vision globale. Alors il crée Finari avec son associé Julien en 48 heures. Aujourd'hui, Finari c'est une fintech rentable. 6,5 millions d'ARR passés par Y Combinator, 38 millions levés, et Mounir se définit comme un entrepreneur dont la vocation est de créer la Rothschild de sa génération. C'est un beau parcours, structuré, cohérent, inspirant. Maintenant, regardons ce que ça donne sur le plan de la structure financière. Avant de regarder où Mounir investit, il faut comprendre d'où il tire ses revenus. Parce qu'en architecture financière, on ne construit jamais sans regarder les flux d'abord. Mounir a 2 sources principales aujourd'hui. Source 1, Finari. C'est son actif principal, il le dit lui-même, sans ambiguïté. C'est une fintech rentable avec une base d'abonnés qualifiée et une croissance visible. Source 2, le média YouTube. Sa chaîne génère une audience sur la niche patrimoine. Son coût d'acquisition client est proche de 0. La vidéo fait le travail à sa place. C'est une stratégie de distribution brillante. Le média devient un actif au service de l'entreprise. Ce modèle, entreprise plus média propriétaire, est l'un des plus puissants que j'ai analysé en termes de création de valeur sur le long terme. Mais voilà ce que remarque un architecte financier immédiatement dans cette configuration. Ses revenus, sa notoriété, son patrimoine principal et son outil de distribution sont tous concentrés dans un seul actif, Finari. Si Finari ralentit, tout ralentit en même temps. Et ce n'est pas une critique, c'est une réalité de tous les fondateurs en phase de croissance. La question que pose l'architecture, c'est est-ce que le reste du patrimoine compense ce risque de concentration ? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Mounir est très clair sur sa stratégie boursière et elle est saine. 80% en gestion passive, MSCI World, S&P 500, des ETF qui répliquent les marchés mondiaux avec des frais faibles et une performance historique solide. Il pratique le DCA, c'est-à-dire l'investissement mensuel et régulier, pour lisser ses points d'entrée. 20% en stock picking, Hermès, LVMH pour le luxe français, Apple parce qu'il en comprend les produits, quelques paris comme Crocs dont il a tiré un bon retour. Je n'achète que ce que j'utilise et que je comprends. C'est une philosophie d'investissement solide. Warren Buffett ne dirait pas autre chose. Mais voilà la question que je pose systématiquement quand on me présente un portefeuille boursier. Dans quelle enveloppe fiscale ? Parce que la stratégie, c'est le contenu. L'enveloppe, c'est le contenant. Et en France, le contenant change tout à la performance réelle. Par exemple, un ETF MSCI World dans un PEA exonéré d'impôt sur les plus-values après 5 ans.
Le même ETF dans un compte titre ordinaire, c'est 30% de flat tax à chaque arbitrage. Et en assurance vie, c'est encore autre chose. Transmission optimisée, fiscalité allégée sur les rachats. Dans une holding à l'IS, c'est des réinvestissements de dividendes quasiment en franchise d'impôt. Mounir parle peu de ses enveloppes fiscales dans ses vidéos. Ce n'est pas son sujet et ce n'est pas un reproche non plus. Mais c'est précisément là que l'architecture financière intervient. Pas pour changer la stratégie, pas pour optimiser le contenant qui la reçoit. La performance brute ne veut rien dire sans la performance nette de fiscalité et c'est ça l'architecture. Mounir complète son allocation avec 2 positions satellites. Les crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, en DCA hebdomadaire. Il estime ça à environ 10% de son patrimoine. La logique est saine, exposition risquée mais limitée. On prend un risque élevé sur une fraction du portefeuille, pas sur l'ensemble, c'est de la discipline. Deuxième brique, le private equity. Il investit dans des startups en dehors de Finari. Il voit le non-coté comme un levier de création de richesse puissant, à condition d'accepter le blocage des fonds sur 10 ans ou plus. Ces 2 choix sont cohérents avec son profil. Jeune entrepreneur, horizon long, tolérance au risque élevé, revenus récurrents qui couvrent les besoins immédiats. Finari est son actif principal, illiquide, non coté, concentré. Ajoutez des investissements en private equity dans d'autres startups non cotées, des cryptos volatiles, un portefeuille boursier. C'est un patrimoine à haute exposition au risque et à la volatilité pour un seul profil. La vraie question n'est pas si c'est bien ou mal, mais plutôt qu'est-ce qui se passe si Finari ralentit et que les marchés corrigent en même temps. Un architecte financier ne pose pas cette question pour être pessimiste, il la pose pour construire un plan B, parce qu'un entrepreneur qui a un plan B prend de meilleures décisions que celui qui n'en a pas. Mounir a pris une décision radicale, il se désengage totalement de l'immobilier physique en France. Il a vendu un T2 en Savoie qu'il détenait depuis 6 ans sous le statut LMNP. Son dernier bien français est en cours de vente. Il conserve uniquement des SCPI pour leur aspect passif, sans y mettre un poids significatif. Ces arguments sont clairs et valables. L'immobilier physique est peu liquide, la taxe foncière augmente chaque année, la charge mentale est réelle et constante. Sur la période, ces ETF ont surperformé son appartement, même en tenant compte de l'effet de levier du crédit. Pour son profil spécifique, c'est-à-dire fondateur avec 40 salariés, une chaîne YouTube active, vie de famille dense, la simplification patrimoniale est une décision intelligente. Mais voilà ce que je dis à mes clients tous les jours. La bonne décision de Mounir n'est pas nécessairement la vôtre. Si vous êtes consultant indépendant, avec 80 000 € de revenus, un appartement en LMNP peut vous permettre de récupérer de la TVA, d'amortir le bien et de réduire significativement votre base imposable. Si vous avez une SASU ou une holding, l'immobilier via une SCI à l'IS peut devenir une enveloppe de capitalisation très efficace. Si vous avez des objectifs de transmission, l'immobilier reste un outil de premier plan que la bourse ne remplacera pas. Mounir a raison. Pour Mounir, la question c'est ce qui est juste pour vous, dans votre situation, à votre étape, avec vos objectifs. Je vais être direct avec vous. Si Mounir s'asseyait en face de moi pour un premier rendez-vous, voici les 4 questions que je lui poserai, avant même de regarder son allocation. Alors, question 1. Quelle est votre enveloppe fiscale principale? Pas votre allocation, votre enveloppe. PEA, assurance vie, holding, compte titre. C'est le premier diagnostic. Parce que la même stratégie dans la bonne enveloppe peut changer la performance nette de 20 à 40% sur 20 ans. Question 2. Quel est votre plan de liquidité si Finari ralentit sur les prochains 18 mois? Ce n'est pas une question catastrophique, c'est une question de structure. Un entrepreneur sans plan de liquidité indépendant de son entreprise n'a pas de patrimoine, il a un pari. Question 3. Avez-vous structuré votre rémunération depuis l'IPO? 120 000 € d'impôts payés en une journée, c'est 120 000 € qui ne travailleront jamais pour vous. Ce n'est pas irréversible, mais ça s'anticipe. En France, la stratégie de rémunération d'un fondateur se construit en amont, pas le soir du closing. Question 4. Avez-vous un actif qui ne dépend pas de votre capacité à travailler? Mounir travaille 65 à 75 heures par semaine, 6 jours sur 7. C'est son choix et je le respecte. Mais une architecture financière saine, c'est une architecture qui continue à travailler même si vous arrêtez. C'est ça la liberté financière. Je tiens à préciser quelque chose d'important. Mounir a créé Finari parce qu'il ne trouvait pas les bons outils. Il a construit la plateforme qu'il cherchait et c'est vraiment remarquable. Ce qu'il n'a pas trouvé, ce n'était pas son sujet, c'est l'architecte qu'il cherchait. Finari, c'est un outil, un excellent outil. Mais l'outil ne remplace pas l'architecture.
Et l'architecture, c'est ce qui fait que votre argent travaille vraiment pour vous. Mounir Lagoun a fait quelque chose que très peu de gens font. Il a eu une intuition juste, les BSPCE, et il a eu la discipline de la tenir pendant 5 ans en vivant de façon frugale. Il a transformé un capital improvisé en entreprise structurée. Il a construit un média qui aligne sa distribution avec sa mission. C'est vraiment admirable. Mais voilà ce que son histoire nous enseigne. À nous, indépendants, consultants, entrepreneurs qui regardons cette vidéo. Vous pouvez être intelligent, discipliné, informé et quand même ne pas avoir d'architecture financière. Pas parce que vous manquez de volonté, parce que vous êtes concentré sur ce qui vous anime, c'est-à-dire construire votre activité. Et pendant ce temps, votre argent entre dans une structure non optimisée, paie trop d'impôts, prend des risques non compensés et ne travaille pas à sa pleine puissance. La vraie question n'est pas combien vous encaissez, c'est ce que votre structure fait de ce que vous encaissez. Mounir a créé l'outil pour suivre son patrimoine. Moi, je vous aide à construire l'architecture dans laquelle cet outil a vraiment du sens. Si vous voulez savoir ce que fera un architecte financier dans votre situation, je ne parle pas d'un conseil générique, mais d'une analyse réelle de votre profil, le lien est dans la description. Le premier échange est offert sans engagement. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous. La prochaine fois, on analyse 2 indépendants avec exactement le même chiffre d'affaires et des structures financières complètement opposées. À très vite.